Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous suivre comme d'habitude. Bienvenue sur votre plateau pour votre émission hebdomadaire sur tout ce qui est entrepreneur. On vous l'avait promis, on va parler d'agriculture. Mais avant, alors je sais que c'est rare, d'ailleurs, on ne présente pas d'habitude de Prums lorsque nous avons une émission spéciale. Mais aujourd'hui, on a tellement de Prums à vous présenter. Aujourd'hui, on ne fera pas l'impasse sur notre Prums de la semaine et on va vous parler, parce que vous le connaissez déjà, de Balou, qui est un entrepreneur hip-hop. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, et c'est pour ça qu'on vous en parle, il a lancé le concours Wave Live Contest. Et d'ailleurs, il y a eu des jeunes qui ont été sélectionnés pour les Outre-mer. Et pour la petite histoire, Balou a commencé il y a 10 ans en faisant de la danse de hip-hop, donc ce qu'on appelle du crump. On va vous montrer une petite vidéo, un petit extrait. Vous allez voir où il est en train de danser avec un ami à lui, donc un jeune aussi qui est dans le hip-hop qui s'appelle Fuji, que vous avez déjà aussi entendu parler de lui. Et voici Balou il y a 10 ans, vous allez le voir, vous allez pouvoir retrouver cette petite vidéo sur ses réseaux sociaux. Donc vous allez sur YouTube et vous allez pouvoir voir un petit peu son parcours et découvrir Balou, parce que c'est vrai qu'on le connaît plus maintenant en tant qu'animateur, mais on ne sait pas qu'il a commencé, voilà, il a commencé dans le hip-hop avec la danse. Alors on a récupéré bien évidemment une petite vidéo que l'on va vous passer tout de suite afin que vous puissiez voir son parcours lorsqu'il était à Miami. Ça commence, voyage à Miami. Mais je sais pas pourquoi le frérot Chris se fait contrôler. Ouais, ça commence bien. Comme vous le voyez, je suis à Miami, pour les BET Pop Awards qui, je vous rappelle, seront diffusés samedi à 20h45 sur la chaîne BET. C'est Balou, c'est un message à tous les Français. Vous pouvez arriver à vos objectifs, il n'y a pas besoin d'avoir peur. La peur, c'est ce qui contre tous les businessmen. Et je vous jure que, allez-y. Oh. I want you to teach me how to dance. You know how to dance at first? Do you know how to dance? No, I want you to teach me because I don't know how to dance. Because I gotta see where you at first. So I actually gotta see you dance. Oh. Alors voilà quelques extraits de l'animation qu'il avait faite lorsqu'il était à Miami par rapport à ce qui s'est passé sur la chaîne BET. Et donc French Plug, c'est sa chaîne. Alors il faut savoir qu'en ce moment, il a lancé, comme je vous ai dit, le concours. Vous pouvez toujours participer. Vous avez jusqu'au 15 janvier, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, et vous cherchez French Plug ou bien vous cherchez Balou, French Balou, et vous allez tomber sur son compte Instagram. En tout cas, pour commencer cette émission, on va bien évidemment, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, partir sur la phrase de motivation de Tony Jazz. Ta vie est le reflet de tes choix. Donc ta vie est le reflet de tes choix. Donc choisissez quelque chose et allez jusqu'au bout. On vous l'a dit pendant toute l'année, on a tout fait. Et bien sûr, on fait tout pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, pour vous aider. On essaye de vous présenter au maximum nos acteurs économiques, que ce soit au niveau des chambres consulaires, que ce soit au niveau des institutions, la diète ou quoi. Et nous faisons en sorte que vous puissiez avoir le maximum d'informations pour pouvoir entreprendre en Guadeloupe. Avec nous cet après-midi, le président de la Chambre de l'agriculture de Guadeloupe qui va nous faire un point et surtout qui va vous souhaiter bonne année parce que c'est important l'agriculture chez nous. Bonsoir. Bonsoir Sabine. Alors est-ce que vous allez bien, monsieur Célin ? Ça a l'air. Ça a l'air d'aller ? Ça oui, ça va. Alors Patrick Célin, merci d'être avec nous cet après-midi sur ce plateau pour pouvoir parler un petit peu d'entrepreneuriat. On vous avait reçu pendant la crise, vous étiez en négociation avec la région, donc vous allez nous faire un point pour savoir si ça a abouti et plus amplement vous allez nous parler de l'année 2020, comment ça s'est passé pour nos agriculteurs, et après en fin d'émission on pourra parler de votre projet, de la manière, ce que vous avez dans les rouages pour 2021. Merci d'abord, merci de votre invitation Sabine et Canal 10 par la même. Merci donc de cette invitation. Pour vous qui manifestez depuis tantôt, c'est la deuxième ou la troisième fois que je passe ici avec vous, votre intérêt pour le monde agricole et donc et j'en suis fort aise. Donc les agriculteurs aussi qui nous regardent, je sais qu'en ce moment de la journée, ils sont
sur le terrain, ils travaillent. Enfin, pour ceux qui ont la chance de nous regarder, donc bonsoir à eux aussi, et aux téléspectateurs de Canal 10. Donc, oui, donc, meilleur vœu à tout le monde. Je dis bien, je demande à tout le monde de prendre soin de leur être, de leur personne, parce que la situation est très difficile. On a connu une année 2020 exceptionnelle, mais ça a recommencé sur le chapeau de roue pour cette année 2021 et les choses ne sont pas plus faciles. Donc je demande à tous, malgré toutes ces précautions, la profession agricole doit demeurer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour dire que nous avons bien vu à l'occasion de cette crise un petit peu l'importance d'avoir une agriculture performante, une agriculture forte avec des gens résilients comme les Guadeloupéens depuis tantôt. Et d'ailleurs, si notre culture, tout est basé. D'ailleurs, le pins que vous portez, donc c'est un petit peu, c'est une manière pour nous de dire, voilà, notre culture est issue de cette agriculture, de ce monde paysan qui nous a façonné, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que bien sûr nous sommes passés par là, par le travail, des labeurs, et donc c'est pourquoi sur notre pins nous avons un cas, nous avons comme la canne qui représente très bien notre agriculture. Donc je disais que oui, nous continuons à travailler, nous avons eu beaucoup plutôt je dirais de difficultés, puisque non seulement il y a le Covid qui continue, mais il y a eu la sécheresse, il y a l'inondation. Tous ces éléments ne sont pas favorables à un bon développement de la plante, puisqu'il s'agit de la physiologie de la plante, tout excès est nuisible, trop d'eau nuit, trop de soleil nuit. Et donc nous sommes passés par là, en plus des difficultés provoquées par cette pandémie qui n'en finit pas, mais enfin, comme je disais tout à l'heure, il faut que nous continuions l'effort pour que nous puissions en tout cas permettre à cette maladie de nous laisser tranquilles à un certain moment. Et là, nous comptons sur un peu la volonté de tous et aussi l'ordre que nous pouvons nous donner à nous-mêmes dans nos comportements pour pouvoir en fait respecter l'autre. Parce que quand on prend ces précautions, c'est aussi on protège l'autre. Donc c'est un petit peu ce message que je voudrais adresser en début d'émission et de dire à tout le monde mes vœux les plus sincères pour une Guadeloupe encore plus forte. Merci en tout cas pour ces vœux, merci pour les agriculteurs bien évidemment. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un bilan finalement de l'année 2020 ? L'année 2020, comme je vais répéter, c'est une année difficile où nous avons quand même vu pendant cette période l'ingéniosité de nos agriculteurs, puisque c'était pas facile de pouvoir aller sur le marché, donc avec la première partie donc de le mois de mars avec les confinements, mais aussi nous avons vu la nécessité d'avoir de la production chez nous. Et il y a la consommation, surtout que les gens puissent consommer ce que les agriculteurs font. Alors tout simplement, je ne voudrais pas que c'est chaque fois qu'on est en période difficile qu'on nous découvre. On est là régulièrement et nous produisons. Et je pense que ce que nous avons fait cette année, nous avons encore été résistants par rapport à toutes ces épreuves, mais la Chambre d'agriculture a continué à encadrer, a continué à faire son travail, malgré la distanciation, puisque nous avons travaillé beaucoup par téléphone, par visio. Nous avons régulièrement chaque semaine 2, 3, 4 visios avec les autorités. La région, la préfecture, les autorités de métropole de la France hexagonale. Et donc, nous sommes restés sur la brèche pendant toute cette période-là. La Chambre d'agriculture a toujours été aux côtés des agriculteurs. Et donc, nous pensons continuer, puisque rien n'est fini, on ne lâche rien. Et pour permettre quand même que cette agriculture puisse perdurer, pour que les agriculteurs ne se découragent pas, parce que je vous dis sincèrement, nous avons beaucoup de découragement, mais il faut une chambre consulaire à ces moments-là. On a besoin de techniciens, on a besoin d'encadrants, on a besoin de conseillers, et c'est ce qu'a fait la Chambre pendant toutes ces périodes, pour permettre encore qu'il y ait ces agriculteurs encore debout, encore, je reprendrai le terme, résilients, qui sont là, mais qui aussi sont des hommes et des femmes, donc aussi fragiles que les autres. Et donc, nous demandons tout simplement à la population guadeloupéenne de continuer à consommer notre production, puisque pendant cette période, je vous dis sincèrement,
si ces agriculteurs n'étaient pas là, on aurait connu une situation beaucoup plus catastrophique. Ils ont continué à planter, à replanter, malgré les intempéries entre deux pluies. Donc je crois qu'il faut saluer le monde agricole et la Chambre d'agriculture qui les accompagne. Nous avons ceux qui sont plus organisés, donc les organisations professionnelles aussi qui ont fait leur travail. Nous avons ceux, donc 80% des agriculteurs qui sont des petites structures, 4 hectares 50 en moyenne, ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc nous avons eu, je vous disais, beaucoup d'aides qui ont été mises en place, mais il faut savoir que nos agriculteurs, le plus souvent, c'est 80%, n'ont pas toujours accès, puisqu'il y a beaucoup de freins, on ne va pas les reprendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses administratives. Voilà. Et donc, nous avons quand même pu réaliser un certain nombre de dossiers pour certains qui ont abouti, d'autres qui n'ont pas abouti parce qu'il y avait toujours un élément manquant. Donc, notre travail aussi à la Chambre d'agriculture pour ces années à venir, donc je suis déjà là-dedans, mais on y reviendra, c'est voir comment structurer cette petite, ces 80% d'agriculteurs qui sont hors organisation. Pour plusieurs raisons, comme je le disais, que je ne vais pas reprendre aujourd'hui là, mais nous connaissons un petit peu la mentalité de nos agriculteurs, du Guadeloupéen, nous les connaissons, nous sommes les mieux placés pour les connaître en tout cas. Et puis nous avons aussi, il faut le signaler, dès le début de l'année où nous faisons la promotion de notre agriculture, et vous vous souvenez, c'est le samedi de la foire agricole de Paris que nous avons été stoppés, puisque le samedi, le dimanche, c'est des jours phares pour, en tout cas, nos producteurs qui font le déplacement à Paris. Donc, ça a été le premier coup de fouet, puisqu'ils avaient encore beaucoup de production, de produits, agro-transformés, qui n'avaient pas encore écoulé. Et quand nous sommes arrivés ici, dans les quelques jours qui ont suivi, vous le savez très bien que son âme repose en paix, nous avons perdu notre directeur. Donc la Chambre s'est trouvée aussi en grande difficulté, puisque quand même c'était un moment intense au niveau de la Chambre, et il fallait quand même que nous puissions, puisqu'on ne pouvait pas voir les gens ne pouvaient pas se déplacer, donc c'était un moment très difficile. Donc la Chambre d'agriculture a su surmonter tout cela, être auprès des agriculteurs, et mettre en place avec les hommes et les femmes qui travaillent à la Chambre, que je salue en passant, mettre en place les conditions nécessaires à l'accompagnement de ces agriculteurs. Donc le monde paysan ne s'est pas trouvé seul. La Chambre consulaire a joué son rôle et nous pensons continuer à le faire, puisque je pense que si on n'a pas une Chambre consulaire dans ces moments-là, je crois qu'on ne peut pas éviter le pire. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que nous sommes faits avec cette pandémie, cette maladie, mais nous savons que cette maladie est là et bien présente. Et donc, nous faisons avec. Et nos agriculteurs suivent les consignes, ils continuent à être attentifs et continuent à faire au mieux leur production et de faire leur métier, de prendre toutes leurs responsabilités dans leur mission qui est de nourrir la population. D'accord, alors justement vous étiez en train d'en parler, le jour où vous avez perdu votre directeur, nous avons eu une interview avec le délégué interministériel Arnaud Martranchard qui s'occupe de l'agriculture en France, et justement il sortait d'une réunion à la Cour européenne par rapport à l'agriculture en Europe. Est-ce que vous savez finalement, puisque la question qu'on lui avait posée était de savoir si les pertes sèches, puisque ce sont des denrées périssables. Une fois que les agriculteurs ne peuvent plus écouler dans les écoles, dans les cantines et dans les restaurants, ça part en perte sèche. Donc c'est un coût supplémentaire qui n'est pas du tout couvert par les 1 500 € qui couvrent tous les autres secteurs d'activité, puisque les 1 500 €, c'est vraiment pour la fermeture, on va dire, au mois par mois. Or, les agriculteurs travaillent toute l'année et la crise est arrivée pendant une période de récolte, on va dire. Est-ce que vous savez, finalement, si, au niveau européen, ils ont mis en place quelque chose pour permettre une indemnisation de tout ce qui a été perdu, tout ce qui est passé en perte sèche, comme avec les fleuristes ou bien comme avec tous les fruits et légumes qui étaient déjà cultivés et qui ne restaient plus qu'à écouler? À ma connaissance, au niveau de la Chambre d'agriculture, nous n'avons pas cette information-là. Donc, déjà, je vous dis, pour indemniser
ce qu'on connaît sur le fait de déclarer la zone calamité agricole pour la partie inondation ou la partie sécheresse, on compte beaucoup de difficultés avec les dossiers. C'est 400 dossiers selon les chiffres que j'ai eus de la DAF, de la Direction de l'agriculture de la forêt, sur plus de 5500 agriculteurs. Donc vous voyez que c'est vraiment insignifiant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une poignée de personnes qui seraient en capacité d'être éligibles à toutes ces aides. Parce qu'il y a des conditions, les conditions ce sont toujours les mêmes, être à jour à la MEXA, être à jour sur le plan fiscal, social, voilà. Donc, les agriculteurs n'arrivent pas toujours, parce que je vous dis sincèrement, avec chaque année, les mêmes choses qui se répètent, et les assurances qui ne sont pas, qui ne jouent pas le jeu. Oui. Donc nous sommes dans une période, nous sommes dans une situation très très difficile, et qu'il n'y a que la structuration qui pourrait nous amener à quelque chose, mais la structuration des petits, et aussi s'orienter. Et c'est ce qu'on va faire, structurer un petit peu ce que nous appelons le circuit court, allécher l'exploitant, faire ses courses, c'est-à-dire rendre, si vous voulez, ces exploitations des lieux de vie où il ne suffit pas que de planter, mais aussi il y a des échanges, il y a la partie sociale qui doit s'exercer aussi, puisque avec la pandémie, les choses ne vont pas s'arranger demain, même si nous avons le vaccin, mais en tout cas, la situation est cela. Si nous n'arrivons pas à une certaine organisation pour la petite agriculture, ce qu'on appelle la petite agriculture, l'agriculture de petite taille, où ils appellent au niveau de la PCA à petite échelle, en tout cas qui font quand même le paysage guadeloupéen, qui constitue 80% de nos agriculteurs. Donc c'est pas rien, ça veut dire que nous avons 6500, enfin moins de 7000 agriculteurs, en tout cas déclarés, et donc il est important, puisque ça crée l'équilibre aussi, l'équilibre social du pays. C'est-à-dire que ces 7000 personnes, ils sont suitées, il faut compter environ 4 fois 7, 20, nous avons environ 20 000 personnes qui tournent quand même au niveau de cette agriculture, qui sont occupées et qui ne sont pas au Pôle emploi. Donc ça veut dire que nous avons ce rôle social que nous jouerons aussi, nous aurons un rôle économique bien sûr, mais il ne faut pas perdre de vue cela, et c'est pour ça qu'il faut maintenir cette agriculture, permettre à justement reprendre notre devise, performance, résilience mais performance de notre agriculture et durabilité. Donc, ces trois éléments, nous allons les conjuguer pendant tout le reste de notre vie, puisqu'il s'agit de cela. Et en même temps, il se crée quelque chose aujourd'hui à partir de cette période. On a entendu, ça fait longtemps que nous le disions, mais le Guadeloupéen aujourd'hui a pris conscience, et beaucoup parlent de souveraineté alimentaire. Ah, ben donc, oui, il faudrait peut-être s'y mettre. C'est une belle chose, mais là encore, il ne faudrait pas que... Vous savez, nous avons eu l'exemple de 2009. 2009, quand nous avons cette période de crise, nous avons eu des marchés, l'ouverture de beaucoup de marchés, donc les Guadeloupéens venaient. Et puis, une fois que c'était terminé, on a pu retourner dans les boîtes de conserve. Donc, il faut que cette conscience... qui est prise aujourd'hui, puisse perdurer et permettre, parce que nous avons quand même en Guadeloupe quelques collectivités, avec l'arrivée des communautés d'agglomération, il y a quand même des choses qui ont changé positivement, pas dire que du mal de nos élus. Ils pensent quand même. Nous avons l'usine centrale dans le Nord-Grande-Terre, et c'est NBT, c'est ça, oui, en tout cas le Nord-Grande-Terre, et nous avons aux abîmes, avec le Cap Excellence, le parc agro. Pour tout cela, il va falloir qu'on s'organise, parce que on ne va pas mettre en place ces structures et pour que nos matières premières sortent d'ailleurs. Oui. Voilà, parce que nous trouvons entre deux feux. Nous avons la Caraïbe avec des produits défiant toute concurrence, mais nous avons aussi, en termes d'économie d'échelle, qui viennent de l'Europe et qui sont aussi à bas prix. Donc nous trouvons un sandwich. Il faut que nous puissions, avec les éléments de droit que nous avons, que la restauration scolaire, par exemple, au niveau des communes, moi je le dis tout le temps, je le rabâche, mais j'espère qu'un jour ça va passer, nous avons des éléments pour constituer nos appels d'offres, donc je parle des communes, par exemple, ne serait-ce que, je prends une idée comme ça, le dosage carbone des aliments.
On met ça dans... Nous sommes d'accord. Et voilà. Je n'arrive même pas à comprendre que les enfants guadeloupéens ne mangent pas guadeloupéens. Voilà. Alors, Ça, mais il faut que l'effort soit partagé. Il n'y a pas que les agriculteurs qui vont faire l'effort, il faut que l'ensemble des partenaires. Je ne peux pas dire quand même aujourd'hui que cette prise de conscience est nulle. C'est en train de se développer avec les contacts que nous avons. La Chambre d'agriculture est partenaire de pratiquement l'ensemble des communautés d'agglomération. Sur Marie-Galante, la communauté du Gobine, là aussi, nous sommes en train de faire du bon travail sur la zone de Grand Bassin où il y a un projet photovoltaïque avec les agriculteurs, donc qui sont partie prenante, donc la Chambre d'agriculture, avec la communauté. Nous avons aussi, nous étions les seuls à dire qu'il fallait maintenir l'abattoir de Marie-Galante parce que ça aurait été l'hécatombe au niveau des éleveurs. Mais aujourd'hui, nous avons, avec les éleveurs, mis un syndicat d'éleveurs en place, un syndicat avec les boucheries, et nous avons créé une structure. Aujourd'hui, cette structure est en phase, est à même de prendre la gestion de cet abattoir. Maintenant, il faut, sur les propositions de la région Guadeloupe, qui voulait cet interlocuteur, et maintenant il est là pour pouvoir aller vers la mise aux normes de ce bâtiment, oui, pour permettre qu'il y ait un abattoir à Marie-Galante. Et nous, de notre côté, au niveau de la Chambre d'agriculture, nous travaillons avec les agriculteurs. Nous avons déjà embauché 2 personnes dans le plan leader, une personne, et sur l'élevage, une autre personne, pour un petit peu revoir tout cela à Marie-Galante, préparer le terrain pour que demain, si effectivement on arrive au bout de la remise en marche de cet abattoir, pour qu'il y ait suffisamment de niveau, que nous soyons en tout cas prêts pour qu'il y ait un abattoir à Marie-Galante et que le produit marie-galantais puisse être consommé en toute conscience, en toute quiétude, parce qu'ils sauront très bien que c'est leur produit. Ouais. C'est un produit, je dirais, qui peut être labellisé, local, puisque nous savons la situation à Marie-Galante, très peu de pesticides, très peu d'intrants chimiques. Donc voilà un petit peu tout ce que la Chambre fait, en termes d'accompagnement auprès de nos agriculteurs, et nous ne perdons pas espoir, nous ne baissons pas les bras malgré tout. Bon, les marchés, vous avez réussi à faire un petit peu une reprise. Est-ce que ça a repris comme avant la crise ou pas encore? Ça aurait pu reprendre comme normalement. Parce que je vois par exemple le marché du gosier, il a repris. Oui, ils vont reprendre, mais il faut qu'on puisse voir aussi quels produits que nous avons sur ce marché-là. Il faut que nos produits prennent place. Mais après la crise, il n'y a pas d'après. Pendant la première période de la crise Covid, les marchés vont tous été fermés. Mais nous allions démarrer et nous avons eu l'inondation, la sécheresse avant, et puis l'inondation après. Oui. Donc, pendant tous ces 9 mois, nous n'avons pas été gâtés par le climat, par le temps, par l'état sanitaire du pays. Aujourd'hui, je pense que si le temps s'y prête, nous serons là. Les agriculteurs seront au rendez-vous et nous allons pouvoir donner à manger à notre population. Alors, tout à l'heure, vous me disiez que c'est compliqué pour vous, même quand il y a une sécheresse ou même quand il y a une inondation, de faire passer les dossiers pour les agriculteurs. Est-ce que nos particularités, du coup, sont prises en compte au niveau du ministère de l'Agriculture ? Oui, je dirais oui et non. C'est-à-dire, le ministère et en fait tout ce qui entoure, donc les organisations étatiques qui sont en Guadeloupe, ils sont dans une dynamique de structuration, d'organisation, d'agriculteurs organisés à travers des organisations professionnelles, des interprofessions. Mais nous avons aussi tous les autres qui ne sont pas éligibles parce que, tel le POSEI par exemple, je prendrais cet exemple-là, nous avons déposé au niveau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, l'ensemble des chambres d'agriculture des DOM, nous avons déposé un projet POSEI pour que ces agriculteurs puissent en bénéficier. On considère que c'est des étages supplémentaires que met un petit peu la France, parce que je ne dis pas que c'est pas bon ou bon, c'est pas ce que je dis, mais je dis que il faut faire confiance à l'agriculteur, il faut le considérer comme un majeur. Dans d'autres pays, d'autres zones ultra-périphériques,
L'agriculteur va dans un cybercafé avec ses éléments, il fait son document et il perçoit ses aides européennes. Donc, ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais nous disons la complication, nous devons pouvoir surmonter tout cela par un type d'organisation que nous allons mettre en place. Aujourd'hui, les agriculteurs doivent pouvoir se regrouper autour, par exemple, de l'usine centrale, par exemple. Il faut que la Chambre d'agriculture ait une mission d'organiser la production pour que cette plateforme soit opérationnelle quand l'heure arrivera. Nous avons le parc agro des Abîmes, il ne faut pas que les produits sortent de la Dominique ou d'ailleurs, ou de Métropole. Donc il faut que ce soit nous qui puissions fournir ces productions. Donc nous avons aussi un travail de pouvoir nous trouver la structuration qu'il faudra, qui est la plus adéquate pour pouvoir permettre à ces agriculteurs d'avoir une structuration. D'accord, ça ne peut pas, voilà. Et on est le cadre. Aujourd'hui, nous privilégions le circuit court, nous le disons, parce que ça va dans le sens du peuple guadeloupéen. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais ça n'empêche pas d'avoir une traçabilité. Oui. Ça n'empêche pas d'avoir une traçabilité. Et donc, l'organisme Chambre d'agriculture est là pour cela, puisque nous connaissons l'ensemble de nos producteurs. D'accord. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le POSEI pour que tout le monde comprenne bien comme projet? Et ensuite, on arrivera sur l'Europe. En plus, vous en avez parlé. Le POSEI, c'est un programme optionnel spécifique pour l'éloignement et la solidarité des DOM. C'est-à-dire qu'on a estimé que nos productions sont concurrencées déloyalement par rapport à notre distance par rapport à l'Europe, en fait, et que à nos métropoles, et que ce soit pour les pays du Portugal, Madère, Canaries, de l'Espagne, et aussi la France avec les DOM, donc avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et dans l'océan Indien, la Réunion, et aussi voir Mayotte à côté. Donc, ce plan a été mis en place dans ce cadre-là pour permettre, c'est une aide à la production, pour permettre que nous puissions être compétitifs sur le marché. Donc aujourd'hui, les organisations professionnelles bénéficient sur l'élevage, sur la banane par exemple d'exportation, les grandes productions en bénéficient. Nous avons aussi imposé sur la canne, mais c'est une aide au transport de la canne tout simplement, qui se situe autour de 2, 4, 5 euros. C'est une aide au transport. Donc, voilà un petit peu le POSEI. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une aide européenne qui est gérée au niveau de chaque territoire, je dirais, faisant partie de l'Europe. Donc, les Madère, Canaries, France. D'accord. Alors, justement, quel avenir pour nos agriculteurs, puisque la législation change? Alors, je prends l'exemple, vous parliez de la canne, je prends l'exemple du sucre, par exemple. Il faut savoir que bientôt, en Europe, on ne va plus bénéficier de certaines avantages du fait d'être censé être français. Donc maintenant, lorsque notre produit va arriver, lorsque le sucre va arriver en France, par exemple sur le marché européen, il sera beaucoup plus cher que le sucre, par exemple, du Venezuela qui est à côté. Alors, déjà, si vous pouvez expliquer pourquoi, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que les politiques se battent pour que les produits qui viennent des Outre-mer soient considérés comme des produits français. Donc, déjà, est-ce que c'est normal qu'on soit en concurrence avec des autres pays qui sont au niveau de la même zone géographique que nous? Et est-ce qu'il y a une autre législation qui va s'appliquer ou pas du tout? Alors, nous sommes français. Mais pas européen. Malheureusement, heureusement. Et donc forcément européen. Et donc les décisions qui se prennent en Europe, ils se prennent pour tous les pays, pour la France. Mais justement, nous, on sort du dispositif européen. Alors expliquez-nous tout ça. Quand on va sortir, mais on verra tout cela. Je crois que c'est en mars 2021. Ce que je sais, c'est que nous avons eu l'abolition des quotas il y a quelques années. Oui. Aujourd'hui, dans cette histoire-là, la Chambre d'agriculture, quand même, nous sommes dans une dynamique d'agriculture raisonnée, nous sommes dans la phase d'agroécologie. Nous avons lancé la petite agriculture, un congrès on l'appelait la PAFAG, sur les petites agricultures, les exploitations à taille
enfin, taille 4 hectares 5 comme chez nous, les petites. Et nous avons dès lors pensé à, et d'ailleurs, vous avez eu le projet de la région Green Startup, là où nous sommes partis maintenant, et celui qui est lauréat, c'est quelqu'un avec qui nous travaillons aussi, qui est du GDA Bio. Donc, je ne voulais pas parler du bio directement, mais la qualité, je voulais parler de la qualité. Nous avons une chance, ce sera la qualité. La qualité, aller vers une agriculture, je dirais, plus propre. Voilà. Et je crois que ce combat-là, les Guadeloupéens l'ont commencé depuis tantôt. Oui, ça fait un moment que nos produits sont... Et nous avons cette porte de sortie, quoi qu'il arrive, passer par une agriculture. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons beaucoup de projets, de petites structures qui veulent se mettre en place aujourd'hui en Guadeloupe, sur la canne, sur la distillation. Par exemple, pour monter en gamme au niveau du sucre, voilà. etc. Il faut diversifier l'offre sucre. C'est vrai que sur le marché international, parce que le sucre on est perdu puisqu'on sera plus cher. Sur le marché international, on est KO. Donc il faut qu'on puisse créer la différence, créer notre identité. Et je crois que nous sommes sur le pied de guerre. Rien n'est facile, on est conscient. Et quoi qu'il arrive, la Guadeloupe doit pouvoir trouver sa place. Alors je ne dirais pas en Europe dans un premier temps, mais d'abord ici. Nous sommes d'accord. Alors, et c'est ça la politique de la Chambre d'agriculture. Donc, pensez plutôt à la consommation guadeloupéenne. Locale et dans la Caraïbe. Nous avons un taux de pénétration de 20%, vous imaginez? Oui. 20%, c'est rien. Donc, nous avons quelques productions comme ça, comme le porc qui est autour de peut-être 80%, mais le reste, nous sommes, toute production confondue, à 20%. Je crois qu'il faut gagner notre territoire et nous avons de la marge, nous avons du temps pour le faire, avant de penser à l'international. L'international peut, sur des niches, effectivement, on peut y aller, mais je dis d'une manière globale, la Guadeloupe, la Chambre d'agriculture est dans cette dynamique d'autres l'ont dit avant moi, mais la reconquête du marché local. De permettre à nos enfants d'avoir le goût de notre giromont, de notre patate douce. Puisque là où le goût se forme pendant la période de 3 ans, 4 ans, quand l'enfant est à la maternelle, qu'est-ce que cet enfant mange? Des pommes, France, des poires. Donc, parce que c'est une question d'organisation. On n'est pas en capacité, effectivement, de répondre à ces marchés parce que ces marchés sont faits à l'image de ce qui s'est fait un peu, surtout de la France métropolitaine. Et c'est ce que je vous disais en début, il faut qu'on arrive à différencier avec les éléments législatifs que nous avons. Quand on va demander le dosage carbone des aliments, c'est normal, c'est tout à fait normal. Quand un aliment va sortir de la Bretagne pour arriver ici, celui qui sort dans ce bertron de Petit Canal, forcément, en termes de dosage carbone, est moindre. Donc, voilà les éléments. Mais il faut une volonté politique, la volonté professionnelle est là, et il faut qu'on arrive, et j'ai bon espoir en tout cas, puisque les choses ont quand même changé. Il faut le dire, il ne faut pas tout le temps dire ouais, mais c'est pas bon, c'est nous qui bon. Non, je pense qu'ensemble, puisque si on veut l'unité, il faut commencer par s'accepter, par s'aimer, je dis. Le pays a besoin de ça, besoin d'amour. Il faut qu'on arrive à croire en nous-mêmes. Et si nous arrivons à croire en nous-mêmes, je crois que tout est possible. Voilà ce que je peux reprendre par rapport à l'Europe, qui n'est pas forcément notre préoccupation. D'accord, bon. Après, j'ai encore une deuxième question, toujours sur l'Europe, toujours pour les agriculteurs, toujours pour la canne à sucre, puisque c'est ce qui remonte quand même le plus, puisque les gens sont quand même inquiets. On exporte combien de tonnes de sucre chaque année? Je crois que c'est 7 tonnes, non? C'est combien? Aujourd'hui, on est à... C'est un gros marché pour l'agriculture, pour la canne. Je n'ai pas les chiffres en tête. Bon, il me semble, mais je vérifierai et je rectifierai si c'est pas ça, parce qu'on avait déjà fait une émission. Oui, parce que les choses ont tellement changé entre-temps. Par rapport à cette année, voilà. Donc les chiffres sont un peu compliqués. Je crois que je les ai, mais il faudrait que je cherche. En moyenne, il me semble, alors, comme je vous dis, je revérifierai et on en reparlera, on rectifiera comme d'habitude sur une prochaine émission. Oui. Il me semble que c'est 7 tonnes de sucre. Non, c'est 7 tonnes. C'est beaucoup plus que ça. Non.
D'après moi, c'est 14 peut-être. On avait, Bon, à je l'époque des vérifierai. quotas. En tout cas, on exporte énormément de sucre. Donc, dans la canne, d'ailleurs, il suffisait de le voir pendant le confinement, c'est un des secteurs d'activité qui ne s'est pas arrêté. Et la canne a continué d'être coupée. Il y a eu le défilé classique. Enfin, c'est vraiment on va dire le summum du travail pour les gens qui sont dans la canne. Ils plantent toute l'année et ensuite ils emmènent à l'usine de Gardel pour fabriquer le sucre et tout ça. On pourra revenir là-dessus sans problème. Du coup, puisque vous me dites qu'il faut se structurer, comment ça va se passer? Donc, alors, disons qu'on exporte seulement 7 tonnes. Ah non, donc comment on va faire? Oui, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. On avait bon. J'ai pas les derniers chiffres. Je vais pas dire la bêtise. Je vais vous transmettre ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, donc si c'est encore année, plus, donc ça veut dire que c'est encore pire pour nos agriculteurs parce que c'est quand même ils embauchent quand même beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de jeunes, de saisonniers qui sont embauchés pendant toute cette période. Donc on exporte. Disons, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 tonnes, bon, c'est beaucoup plus visiblement, de sucre. Avec la nouvelle législation européenne, qu'est-ce qu'on va faire de ces 7 tonnes de sucre-là? Comment nos agriculteurs, par exemple, là, on est en 2021, tout le monde n'est pas forcément tout de suite pour la prochaine saison, puisque la récolte de canne dure 6 mois, il me semble, à peu près en Guadeloupe. Donc là, ça va reprendre quand? 5 jours maximum, voilà. Bon, donc là, ça va reprendre quand? Ça va reprendre avant les grandes vacances? Est-ce qu'avant les grandes vacances, les gens auront le temps de se structurer parce que la législation européenne a changé et qu'on ne pourra plus exporter le sucre comme avant? Comment ça va se passer? La récolte, c'est février-mars, plutôt mars. La canne, particulièrement, quand le Covid est arrivé, on arrivait à la période de coupe. Donc la canne avait déjà fait son cycle, il n'y avait pas de souci sur cela. L'agriculteur arrive quand même à travailler son exploitation, son champ. Maintenant, le monde, il faut bien comprendre, nous sommes des producteurs de canne. Celui qui transforme, c'est l'usine et qui produit du sucre. Donc, il y a quand même des aides qui ont été attribuées pendant cette période et qui pour un petit peu casser le désastre. Oui, mais là on parle de cette année. Là, on parle de enfin, là, vous me répondez sur cette année. Les aides qui ont été accordées, c'est sur cette année. Mais en temps normal, les gens n'ont pas d'aide. Ils vivent parce qu'ils vendent le sucre. Vous parlez Non, je parle de la canne à sucre. Donc, comme je vous disais, on exporte énormément de tonnage de sucre par an. Maintenant que la législation a changé, on en a parlé tout à l'heure. Donc, comment les gens vont faire là pour se retourner en 2021, sachant qu'en plus, ils ont eu des problèmes avec la crise? Ça veut dire que c'est pas la bonne période pour que la législation change et qu'on sorte des quotas et de toutes les choses européennes. Donc, est-ce que vous savez comment ça va se passer là? Par exemple, pour les producteurs de canne, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout leur sucre? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur canne? Là, ils sont pas du tout dans les bonnes conditions pour changer. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sortent d'une crise, ils n'ont même pas encore touché toutes leurs indemnités. Comment ça va se passer là pour 2021? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà un plan pour ça? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'interprofession l'Iguacan. L'Iguacan s'occupe particulièrement de la canne. Vous savez, la Chambre d'agriculture, c'est une structure qui s'occupe un petit peu de l'agriculture de manière globale. Et nous avons des spécificités, donc l'Iguacan particulièrement s'occupe de tout ce qui concerne la canne. La Chambre avait cette compétence avant, donc depuis 5 ans, on n'a plus cette compétence. Mais ce que je peux vous dire, il faut bien faire la différence. Nous avons le producteur de canne et nous avons l'usine qui va vendre le sucre transformé. Oui, mais le sucre, c'est bien de la canne que l'usine achète. Mais ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de modification dans le plan, dans les programmes de plantation de la canne en elle-même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'usinier est en train aussi de réfléchir sur des marchés et cela, nous sommes dans un bascule parce qu'il faut savoir que on en parle un peu plus, c'est l'alternative du sucre bio. Oui, ça je sais. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les reins solides par rapport à la crise? Est-ce qu'ils sont déjà Non, mais personne n'a les reins solides. Non, personne n'a les reins solides par rapport à cette crise. Est-ce qu'ils sont Ce sera une période difficile. Parce que la date était déjà annoncée, effectivement, mais on sort d'une crise où ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Est-ce que pour 2021, là, dans 6 mois, ils seront préparés pour que leur sucre soit du sucre bio, de manière à ce qu'on n'ait pas de problème avec le sucre
sucre, par exemple, argentin, une fois arrivé en France. Non, le sucre ne peut pas être bio comme ça. Oui, pour, mais pour être bio, il faut que la canne soit bio. Oui, mais bon, Donc, je veux dire... non, alors, je dis que les usiniers, je ne vais pas me mettre à leur place, mais je suis persuadé qu'ils ont déjà anticipé et ils savent déjà quelle orientation prendre pour ce sucre. Et comme je vous dis, un seul aspect que moi je peux vous dire aujourd'hui qu'on connaît, nous savons très bien qu'il y a déjà des tentatives de sucre de canne bio pour aller vers des agriculteurs et pour demander que nous puissions avoir des parcelles bio. Donc ça, c'est la première alternative. Après, il y en aura certainement d'autres, c'est pas dans le secret des dieux. Je ne connais pas tout, mais certainement, ils sont déjà... je suis persuadé... Pardon ? C'est dans les rouages. Oui, parce qu'ils sont au courant. Et si on n'a pas de modification sur nos parcelles aujourd'hui, c'est que le sucre qui va être produit sera vendu. Et puis, après, on verra... Quelle alternative, peut-être au courant, après cette récolte, pendant la récolte, on aura des informations, on aura d'autres discussions, puisque nous n'allons pas non plus mettre à nu, labourer tous ces champs de canne. Voilà, donc c'est pour ça, c'est la grosse question quand même que les gens se posent, puisque c'est quelque chose qui arrive, c'était déjà prévu, comme on disait tout à l'heure, mais ça arrive là en sortant d'une crise, donc c'est quand même c'est aussi compliqué. Oui, c'est très difficile. Mais nous, on n'a pas toutes les solutions aujourd'hui. On ne connaît pas tout non plus parce que il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs niveaux de discussion. Nous, au niveau où je peux avancer les choses, c'est au niveau de la production. Je peux vous dire que il y aura il y a un projet de mettre des parcelles en bio, mais pour mettre une parcelle en bio, il y a tout un processus à respecter pour déclarer cette parcelle en bio. Donc, je pense que ce travail va commencer et nous aurons quand même, je pense, dans les mois à venir, pendant la période de récolte, des informations pour plus précises sur ces changements éventuels qui sont effectivement réels. Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est... Je pense que ça va peut-être être un des gros dossiers cette année pour vous, non ? Certainement. Parce que c'est quand même... c'est un gros quand même pour les agriculteurs qui exportent, c'est vraiment le problème par rapport à la législation et l'histoire de quotas qui change peut-être cette année. La question du quota n'existe plus, puisque il y a eu l'abolition des quotas il y a 2-3 ans. Et donc aujourd'hui, les usiniers ont été quand même aidés pour traverser cette période. Et puis maintenant, vous savez, on verra pour la suite, mais il faut qu'on ait des députés européens solides, il faut qu'on ait des politiques solides aussi, pour montrer bien sûr que, écoutez, l'agriculture guadeloupéenne ne peut pas s'éteindre comme ça du jour au lendemain. Puisque imaginez-vous une Guadeloupe sans canne, une Guadeloupe sans agriculture. Moi, je prépare prendre cette responsabilité-là, puisque donc ce sera un couvre-feu éternel. Oui, puisque l'agriculture, c'est pas possible. L'agriculture joue aujourd'hui, il faut le reconnaître, un rôle social aussi très à prendre en considération, puisque ce sont des gens qui sont occupés à faire quelque chose. Si on avait passé 20 000 personnes attachées à l'agriculture, ils seraient où ? Voilà. Alors, quel est le plus gros point qui vous tient le plus à cœur pour 2021, sur lequel vraiment la Chambre veut travailler, que vous avez vraiment mis en place et que vous vous attelez là pour cette année ? Sadio, la Chambre ne va pas spécialement faire quelque chose. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé. Et nous allons amplifier, nous allons mettre un petit peu plus de ardeur sur ce que nous allons faire, puisque nous avons passé cette période difficile, je vous dis. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec une équipe de direction. Donc, nous avons un directeur qui est en cours d'embauche. Donc, quand toutes les personnes seront à leur place, je pense que la politique de la Chambre que j'ai initiée depuis 2013 quand même, et nous avons progressé parce qu'on a passé des moments difficiles, eh bien, je pense que on commence à avoir un petit peu des effets. Maintenant, la Chambre, on en parle un peu plus sur nos réseaux. Vous avez vu qu'on a mis en place un site et on s'ouvre un petit peu au public et les gens en parlent plus, les gens viennent un peu plus à la Chambre, ils connaissent ce que c'est que cet outil-là et je pense que nous allons progresser encore, redonner la confiance et l'espoir à nos agriculteurs dans ce qu'ils font, puisque ce qu'ils font
le métier de l'agriculteur, c'est depuis la nuit des temps. C'est élever un bovin, c'est toujours élever un bovin. Après, ce que nous apportons, c'est des méthodes nouvelles, des techniques avec nos encadrants, nos techniciens, et je crois que nous allons progresser dans ce sens-là, être plus près de nos agriculteurs pour qu'ils puissent sentir qu'ils ne sont pas seuls. D'accord. Ça, c'est important. Et c'est un petit peu notre leitmotiv cette année, c'est d'être au plus près des agriculteurs pour pour qu'ils sentent que on s'occupe d'eux et qu'il y a de l'espoir. L'agriculture c'est pas une fatalité, c'est un choix délibéré et réfléchi. J'ai choisi d'être agriculteur parce que je sais que c'est un métier. Enfin, c'est pas un métier, il y a plus de 600 métiers dans l'agriculture. Donc, c'est un pan de l'économie du pays et que moi, je pense qu'un pays, il y avait un slogan, un pays sans paysans, c'est pas un pays. Oui, moi, je dis un pays sans agriculteurs n'est pas un pays. Et autrefois, on était paysans, aujourd'hui, on devient agriculteur. Nous avons des milliers de jeunes au lycée agricole, plus de 400 jeunes qui sont au point faux, qui attendent. En plus, il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Et donc, moi, j'ai contact avec eux. Je peux vous dire, les jeunes agriculteurs, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. En tout cas, l'équipe avec qui je travaille aujourd'hui, je salue son président Bassan, et ils savent ce qu'ils veulent. Et je pense qu'ils vont relever le flambeau et j'en suis certain. Bon, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Un dernier mot rapidement avant qu'on rende l'antenne. Oui. Jimmy Bibrac qui a gagné, bien sûr, meilleure recette de France avec le fruit à pain. Est-ce que vous êtes fiers de notre agriculture et de nos produits, je suppose? Vous voyez, c'est un exemple encore. Une fois qu'on s'y met, je sais qu'on a la capacité. Les Guadeloupéens sont des gens valeureux, sont des gens performants, mais on nous a tellement bridés, on nous a tellement empêchés d'être nous-mêmes qu'aujourd'hui, les choses sortent de toute manière. Et on aura encore d'autres. Et je le salue en passant pour avoir mis à l'honneur non seulement le fruit à pain, mais aussi le tourment d'amour. Le tourment d'amour. Voilà. Effectivement. Merci en tout cas pour ces réponses, d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on va vous recevoir, alors peut-être pas vous, mais soit votre nouveau directeur, une fois qu'il sera en place, on va mettre quelque chose pour pouvoir avoir un petit suivi, si ça vous va, comme ça on pourra regarder de temps en temps ce qui se passe au niveau de la chambre. Et si vous voulez communiquer sur des autres événements ou des autres choses, il n'y aura pas de problème pour ceci. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie et vous merci de votre intervention. Encore une fois, donc j'envoie tous mes vœux les plus sincères au monde agricole et je suis avec vous jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, on va revenir avec des nouveaux proms. Évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on en a plein. Et avec des invités, on va revenir en plateau normal avec des nouvelles entreprises qui sont assez sympas. J'ai déjà eu l'occasion de regarder un petit peu ce qu'ils font. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous. Au revoir. C'est moi, au revoir.